Deux philosophes des universités de Melbourne et d'Oxford ont souhaité, dans la première décennie de ce siècle, bouleverser la morale procréative en édictant un nouveau devoir, à savoir l'obligation morale de créer des enfants les plus avantagés qu'il est possible, ayant, compte tenu de leur patrimoine génétique, la meilleure chance d'avoir la meilleure vie, le meilleur bien-être. Ils érigeaient ainsi un nouveau principe moral qu'ils ont appelé principe de bienfaisance procréative, selon lequel les couples qui décident d'avoir un enfant ont moralement raison de sélectionner l'enfant qui, en fonction de leur patrimoine génétique, a toutes les chances de jouir du meilleur bien-être. Ils veulent ainsi s'opposer à l'intuition commune selon laquelle l'enfant est un don de la nature ou de Dieu, que ses qualités sont imprévisibles et qu'il doit être accepté tel qu'il est. Il s'agit là au contraire de tout faire pour sélectionner l'enfant qui paraîtra le plus avantagé aux yeux des futurs parents. Ceci implique certes que les parents puissent faire appel à toutes les techniques d'assistance procréative disponibles avant la conception, par exemple en ayant recours à une insémination artificielle avec du sperme dont les spermatozoïdes Y et X auront été préalablement séparés, ce qui permet de choisir le sexe. Le diagnostic préimplantatoire permet de détecter des anomalies chromosomiques et un nombre croissant de maladies génétiques et d'effectuer ainsi un tri d'embryons. Il est promis en outre à des progrès incessants. Reste le diagnostic prénatal qui n'ouvre que sur l'interruption de la grossesse, sauf s'il existe des possibilités de traitement du fœtus dans l'utérus de sa mère. Les auteurs revisitent ainsi le concept de vie bonne et de handicap. La vie bonne s'entend du bien-être dans le contexte offert et choisi par les parents. Il ne s'agit donc pas d'un eugénisme étatique témoignant d'un biopouvoir autoritaire, mais d'un eugénisme parental ou libéral témoignant d'un libre choix des parents que les pouvoirs publics ne devraient, selon les auteurs, que faciliter en évitant toute législation contraignante et en promouvant l'accès aux biotechnologies. Telle serait alors l'autonomie procréative qui s'oppose à la conception de Habermas, selon laquelle le futur de l'enfant ne doit pas être prédéterminé, mais doit être un futur ouvert, préservant ce que Heidegger appelait son pouvoir-être. La bienfaisance procréative est une bienfaisance normative, dont les normes ne sont définies que par les seuls parents qui décident seuls de ce qu'ils considèrent comme la meilleure vie possible pour leur enfant. L'autonomie procréative est en fait un libre arbitre permettant au seul dioptre du génome, par le tri d'embryons ou la modification des gènes, de choisir un enfant en fonction de multiples critères. Il s'agit certes d'écarter les maladies et les déficiences génétiques, mais en admettant des exceptions limitées, sitôt qu'il peut être démontré que la déficience est relative au contexte familial et social de l'enfant. Ainsi en est-il de parents atteints de surdité et qui considèrent que leur futur enfant serait désavantagé dans son contexte de vie s'il avait une audition normale. Mais à vrai dire, les auteurs peinent à trouver des exemples qui feraient d'une déficience un avantage en termes d'insertion sociale, donc de vie meilleure. Il s'agit aussi, dans une perspective mélioriste, de choisir un enfant aux qualités optimales, voire augmentées, taille, intelligence, de satisfaire à des préférences tenant, par exemple, au sexe, à la couleur des yeux. Le pouvoir des parents s'étend ainsi sur une large palette qui mêle leurs préférences esthétiques et émotionnelles, l'éradication de tout ce qu'ils considèrent comme une déficience inacceptable et au-delà même d'une vision capacitiste, une ouverture au méliorisme et par lui au rêve transhumaniste. De telles propositions conduisent à faire de l'enfant une production, voire une création des parents, auquel tout pouvoir est donné pour que naisse un enfant conforme aux représentations des qualités qui, pour eux,
donneraient à leur enfant la meilleure chance d'avoir la meilleure vie. La question cruciale est celle de savoir quelle conception de l'humanité reflète ce que les deux philosophes présentent comme un principe moral. On peut d'abord constater que la sélection d'embryons qui est au cœur de cette bienfaisance procréative enferme la procréation dans les biotechnologies de la reproduction. Ce nouveau principe moral imposerait la fécondation in vitro, indispensable au diagnostic préimplantatoire, comme la seule garantie possible à une nouvelle forme d'utilitarisme vouée à la naissance des meilleurs embryons susceptibles d'avoir la meilleure vie. Ainsi serait consommée une rupture totale entre la sexualité et la procréation. Est-ce souhaitable? Est-ce possible? Est-ce même réaliste? La marque transhumaniste de cette stratégie procréative n'est-elle pas précisément aussi dans son caractère élitiste et inégalitaire? On comprend que la fécondation in vitro puisse faire le bonheur de personnes en quête de parentalité, mais vouloir imposer la fécondation in vitro au nom d'un principe moral constructeur de l'enfant idéal expose à une réification de l'embryon dont on veut faire techniquement un produit conforme aux représentations de ses parents. Mais que se passera-t-il alors si l'embryon ne répond pas, une fois né, aux représentations qui avaient été construites? Le principe de bienfaisance procréative croit pouvoir définir les critères de la vie meilleure, de la meilleure vie possible. Mais qu'est-ce qu'une vie meilleure? S'agit-il de viser une vie meilleure ou s'agit-il de penser au bonheur de l'enfant attendu? Le bonheur d'un enfant ne peut-il être tributaire que de son génome? Accueillir un enfant, est-ce accueillir un produit fini dont on aurait écrit le destin? Ou est-ce accueillir une personne pour l'accompagner pendant son enfance vers le choix de son destin? On peut concevoir que le devoir moral des parents est de faire en sorte que leurs enfants et la meilleure vie possible. Mais pourquoi penser que seuls les enfants sélectionnés génétiquement pour être les meilleurs possibles auraient les meilleures chances d'avoir le meilleur bien-être, en somme d'être les plus heureux? L'erreur du principe de bienfaisance procréative est de lier finalement la sélection génétique des enfants et leur futur bonheur. L'épanouissement de l'enfant dépend aussi de la manière dont il est accueilli, entouré, aimé, élevé, éduqué, ce qui ne peut être l'apanage des seuls enfants préalablement sélectionnés. Il reste enfin un ultime danger coextensif à la bienfaisance procréative, présentée comme un devoir moral. En effet, décider d'accueillir un enfant en situation de handicap serait-il alors considéré comme une faute morale? En fait, le principe de bienfaisance procréative se veut la béquille éthique de ce droit à l'enfant choisi et parfait, promis depuis longtemps par des officines surfant sur les techniques de biologie, de la reproduction humaine. Souvenons-nous de l'éphémère banque de sperme des génies créée par Robert Clark Graham, riche homme d'affaires américain qui rêva de sauver l'humanité de la décadence intellectuelle en proposant sur catalogue du sperme conservé où des couples pouvaient trouver des germes, des spermatozoïdes de géniteurs performants, tant sur le plan intellectuel que physique, et parmi eux des prix Nobel. En somme, ce principe de bienfaisance procréative est un avatar du consumérisme et du capacitisme qui pourrait remettre en question la conviction éthique fondatrice qu'est l'égale dignité de tous les êtres humains.